J'appelle la dernière communication du professeur Jacques-Henri Torres de Montpellier sur les autotransplantations dentaires. Il n'est pas dans la salle. Est-ce qu'il est en communication, en visioconférence? Oui, en principe, je suis là, vous m'entendez? Très bien. Oui, très bien, mais nous ne voyons pas. Si. Alors, mes chers collègues, nous avons depuis le début de cette séance beaucoup évoqué la thérapeutique implantaire et la prothèse implantoportée. Il est clair que l'idée de remplacer une dent perdue par un implant, c'est un concept thérapeutique qui est maintenant unanimement reconnu et pratiqué. Nous allons évoquer maintenant une autre méthode dont on parle beaucoup moins, qui est la transplantation dentaire. Et pourtant, cette méthode, comme l'implantologie, a bénéficié des progrès de la biologie de la cicatrisation. Les étapes de cette technique sont parfaitement définies et je laisse donc la parole au professeur Torres pour nous présenter ces transplantations dentaires. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs les secrétaires généraux et chers confrères, je voudrais vous dire que je suis très honoré d'être avec vous ce soir et de vous présenter ce dernier sujet. Je suis également admiratif du fait que nombreux sont les confrères, les sociétaires de l'Académie et probablement d'autres personnes qui nous regarderont en différé, de s'intéresser à des sujets qui ne sont pas le cadre fermé de leur spécialité. Je pense que c'est un gage d'esprit très ouvert et je vous en félicite et vous en remercie. Alors, les transplantations dentaires, depuis le temps, l'homme a été... Alors, j'arrive pas à passer... Voilà. Depuis le temps, l'homme a été tenté à chercher à remplacer les dents qu'il avait perdues. L'idée toute simple d'utiliser une dent pour remplacer une autre dent, eh bien, ne date pas d'hier, parce que depuis l'Antiquité, on a les preuves de tentatives de cette intervention de transplantation. Les techniques ont évolué au cours des siècles, et par exemple, sur cette caricature anglaise, on voit des gens aisés en train de se faire remplacer leurs vieilles dents gâtées par des jeunes dents de petits paysans dont ils achètent les organes. C'est une caricature, mais c'est une chose qui a eu lieu, et en France aussi, bien entendu, on en parle dans Victor Hugo. Les progrès techniques, scientifiques, les progrès biologiques qui ont vraiment encadré la technique, eh bien, ils sont issus des écoles scandinaves. C'est un peu curieux parce qu'en fait, c'est également de Suède qui est venue l'implantologie moderne, donc implant, transplant. Ce sont des techniques qui nous viennent du Nord. À la fin du XXe siècle, il y a eu une épidémie, non pas de coronavirus, mais de sida, qui a mis un fin brutal à la pratique des allotransplantations d'une personne vers une autre, par risque de contamination infectieuse. Aujourd'hui, on ne parle plus et on ne pratique plus que les autotransplantations. Au total, c'est un réel succès, ces techniques de transplantation, mais qui a été, je dirais malheureusement, occulté par la vogue de l'implantologie. Alors, qu'en est-il de la technique? Eh bien, tout d'abord, bien entendu, il faut poser l'indication. Il faut faire une analyse qui est à la fois basée sur une observation clinique et radiologique pour définir la faisabilité de la chose. Et puis, quand on est en chirurgie, on va commencer par préparer le site receveur. L'idée, c'est de faire en sorte que le transplant passe le moins de temps possible à l'extérieur de la cavité buccale de l'organisme. Donc on commence par préparer le site receveur. On va ensuite prélever le transplant. C'est sans doute la partie la plus délicate parce qu'elle impose le respect du desmodonte, c'est-à-dire le ligament dentaire, la partie molle qui entoure la dent et dont l'intégrité va être le garant de la pérennité de la transplantation. On continue ensuite à ajuster, si ça ne rentre pas comme il faut, le transplant avant de le mettre en place. Il faut assurer
une contention qui ne doit pas être trop rigide parce que sinon on peut avoir une rhizalyse par ankylose. Et puis dans certains cas, on va le voir, on est amené à pratiquer l'obturation canalaire du transplant. Alors qu'est-ce qui se passe quand on transplante un germe, c'est-à-dire une dent très immature dont les racines ne sont pas encore évoluées? Eh bien, elle va se revasculariser, mais surtout les racines ne vont pas pousser aussi longues que celles d'une dent, la dent de l'autre côté par exemple, qui n'aurait pas été transplantée. Donc c'est assez facile de voir la différence. Pour ces raisons, l'idéal, c'est de transplanter une dent dont les racines sont pratiquement édifiées, mais qui a encore les apex largement ouverts, de façon à permettre une revascularisation apicale de cette pulpe, donc la pulpe ne meurt pas, et la dent a pratiquement la même taille au final que la dent qui n'a pas été transplantée de l'autre côté. Ça, c'est valable quand on a la possibilité d'avoir une dent immature. Chez l'adulte, malheureusement, les dents sont matures, elles ont la bonne longueur radiculaire, mais elles ont les apex fermés, donc on ne peut pas espérer une revascularisation de cette pulpe. Et dans ces cas-là, on est contraint de pratiquer une obturation canalaire, c'est-à-dire de remplir les espaces pulpaires avec un matériau d'obturation. Pour illustrer cette technique, j'ai choisi un exemple qui est certainement le plus fréquent. C'est celui du remplacement d'une dent de 6 ans par une dent de sagesse. La dent de 6 ans, la dent numéro 6, 36 ici dans ce cas-là, c'est la dent permanente la plus ancienne sur l'arcade, la plus vieille. Donc elle arrive à 6 ans, soit on passe pour les dents, donc finalement c'est celle qui est la plus cariée. Vous voyez qu'en haut ici elle est cariée, et ici en bas elle est terriblement cariée, il faut extraire cette dent, elle n'a plus d'avenir. En revanche, ici la dent de sagesse, la dent numéro 8, et elle est mature, chez cette patiente de 17 ans, et qui va pouvoir venir remplacer cette dent perdue. Alors, comment on fait? Eh bien, une semaine avant l'intervention, on a extrait la dent ici qui était perdue. Pourquoi pas au même moment? Pour bénéficier d'une inflammation, d'une période de cicatrisation qui est tout à fait propice à recevoir un transplant, à lui donner une vascularisation. L'orthodontiste a également placé des verrous d'orthodontie ici qui vont nous permettre de stabiliser la dent transplantée. On va élever un lambeau ici pour mieux voir ce qui se passe. On va cureter les tissus mous qui sont dans le site cicatriciel. On va très facilement extraire la dent de sagesse, très facilement parce que à ce stade-là, le ligament est encore très souple. La dent n'a pas été confrontée à la mastication. Et c'est vraiment le moment le plus facile pour retirer la dent, sans baisser le ligament. Dans certains cas, comme ici, eh bien, on est confronté au problème de la taille de la dent qui est plus large en antéro-postérieur que l'espace qui lui est imparti parce que la dent était cariée, qu'elle a perdu du volume. Donc on est amené à la retoucher. Vous voyez que pour la maintenir, ici, il y a une compresse humide pour ne pas abîmer le ligament. Et cette dent est donc positionnée dans l'espace qui est sur le site receveur. Ensuite, on va procéder à la contention. Donc ici, on a mis en place un petit fil d'acier qui est collé sur l'émail de la dent avec un plot de matériaux composites. Ce collage constitue une agression chimique. Et bien entendu, avant de le pratiquer, il faut avoir replacé, vous voyez, les sutures sont déjà là, replacer la muqueuse pour mettre à l'abri le ligament de l'attaque de mordançage acide avant le collage. Très important, le contrôle de l'occlusion. Ici, on a du papier à articuler, c'est un papier qui marque quand on appuie dessus, et donc on fait serrer le patient et on repère les éventuels points de contact qu'il faut éliminer de façon à ce que le patient puisse fermer les dents sans traumatiser la dent transplantée.
Cette radio a été prise 2 semaines après. On voit, surtout en clinique, combien la cicatrisation muqueuse est terminée, obtenue, il n'y a aucune inflammation. On est vraiment dans une très belle cicatrisation. C'est pas extraordinaire, c'est chaque fois que, bon, il y a une bonne hygiène bien sûr, et que la transplantation a été faite. 3 ans plus tard, eh bien, cette dent, elle a parfaitement, elle ressemble tout à fait aux autres, il n'y a pas de problème particulier. Et voilà le contrôle par exemple à 5 ans. C'est bien difficile de dire cette dent a été transplantée, elle est tout à fait identique aux autres, l'environnement parodontal est tout à fait sain. Alors, que se passe-t-il quand on transplante une dent? Vous voyez ici 2 radiographies qui ont été prises à 1 an et demi d'intervalle. Eh bien, la première chose qu'on remarque, c'est que l'os alvéolaire, ici, qui a été travaillé de façon approximative pour permettre d'insérer cette dent dans son site receveur, eh bien, il s'est organisé et on voit une petite corticale qui ressemble exactement à la petite corticale qu'on appelle lamina dura, et qui tapisse l'intérieur de l'alvéole dentaire. Donc, il est redevenu normal. Ce qu'on remarque aussi, c'est que la pulpe, ici, a beaucoup changé. Elle était très large, la dent était immature, et là, on dirait une très vieille dent, parce que la pulpe s'est fermée. C'est un signe que la pulpe est vivante. Après le stress hypoxique de la transplantation, eh bien, les cellules qui fabriquent ici la dentine se sont emballées, elles ont fermé cette dent. C'est le premier signe de la vitalité pulpaire. Avant même que cette sensibilité soit perceptible en clinique, par exemple avec un test au froid, eh bien, c'est les signes radiologiques qui vont nous montrer que la dent est vivante. Donc la pulpe se ferme. La troisième chose qu'on remarque quand on regarde les niveaux osseux, puis l'angle qui est fait ici, c'est que, curieusement, on a gagné de l'os. Parce que la dent est un organe qui est capable d'influer sur les structures voisines, sur l'os, et donc d'augmenter. Vous voyez que par rapport au collet dentaire, eh bien, la dent est plus couverte, ici elle n'a pas bougé, simplement l'os qui était induit. Il est évident que ce genre de réaction, on ne l'a jamais avec les implants par exemple. Alors les progrès techniques qui ont été faits depuis les apports des Scandinaves, c'est par exemple, entre autres, l'utilisation de la piézochirurgie. Si on a une canine qui est incluse, qui ne peut pas monter malgré la traction orthodontique, donc on peut découper un petit volet osseux qu'on trouve ici. C'est très facile ensuite de récupérer la dent, de la mettre en position et de refixer le volet. Si on n'avait pas fait ça, ben on aurait déshabillé, on aurait enlevé tout l'os ici pour pouvoir accéder à la canine et l'os aurait été perdu. Une autre avancée, c'est la possibilité de réaliser des répliques à partir de l'imagerie scanner, comme BIM, avec les formats d'ICOM. On fait une impression en 3D en métal, avec pourquoi pas une petite tige ici, qui nous permet de repositionner cette dent et de préparer le site receveur sans abîmer le transplant, puisque le transplant, moins il est touché, moins il est abîmé, et plus il va avoir un meilleur sort le pronostic. Est-ce qu'il y a des complications particulières? Bon, je ne parle pas des complications qu'on peut rencontrer dans toute chirurgie, mais il y a une chose particulière sur laquelle il faut s'arrêter, c'est la résorption, qui peut intervenir quelques années après, voire ici une vingtaine d'années après. Cette dent a été transplantée et on voit qu'une grande partie de la masse interne ici a été perdue par résorption. Cette dent va bientôt se passer ou tomber, elle n'est plus fonctionnelle. Alors ça n'arrive pas toujours, mais c'est la menace plane sur les dents qui ont été transplantées. Pour info, sur ce cas-là, cette dent ici a été également transplantée au même moment, elle est toujours fonctionnelle sur l'arcade. Alors, c'est intéressant de comparer les situations des poses d'implants et des transplantations. Première chose, ça a été dit en introduction, c'est que tout le monde connaît les implants dentaires, mais les implants, les transplants, c'est quelque chose de confidentiel. Même au sein des professionnels de l'art dentaire, même parmi les orthodontistes, il y en a très peu qui pensent à ça. Par contre, tout le monde pense aux implants. Si on compare les taux de survie, ils sont à peu près équivalents, c'est très difficile de faire des comparatifs. Il semblerait qu'ils soient légèrement moindres
C'est-à-dire que si on se porte, mettons, 20 ans après une transplantation, on a peut-être moins de dents encore en place que si on avait fait une implantation. Indications, eh bien, les indications des implants sont très fréquentes. Chaque fois qu'il manque une dent et qu'on a de l'os, on va mettre un implant. Beaucoup plus rare pour les transplants parce qu'il faut trouver un greffon dans la même bouche. Donc c'est le cas par exemple quand on a des agénésies de prémolaires d'un seul côté et puis on a d'autres dents de l'autre côté qui doivent être extraites pour des raisons orthodontiques. Donc ça c'est une bonne idée. Ou alors, comme je vous l'ai montré, des dents de sagesse qui ne sont pas très utiles en général et qui peuvent constituer des greffons. La difficulté technique, les implants, en fin de compte, c'est assez facile parce que les forêts sont standardisées, ils ont exactement la même forme que les implants, donc on fait un tour de l'implant. Pour le transplant, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il va falloir adapter le site receveur à la taille et à la morphologie très particulière de la dent qu'on utilise comme transplant. L'implantologie, tout le monde sait que ça coûte cher, et c'est pas remboursé ou très peu remboursé en France. En revanche, les transplantations qui sont réalisées à partir de dents incluses, en tout cas, sont prises en charge en France, donc ça ne coûte rien aux patients. Une fois qu'on a mis un implant, il faut mettre une couronne par-dessus. Le transplant, lui, il vient avec sa couronne, donc il n'y a pas de problème de prothèse. La maintenance des implants, on l'a entendu tout à l'heure, c'est parfois complexe. Ça nécessite parfois des prouesses d'hygiène, etc. Le transplant, c'est identique aux dents naturelles. Ça ne veut pas dire que c'est facile, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, malheureusement, nettoyer leurs dents. Et le résultat, c'est qu'on a des caries aussi sur les transplants, comme sur les dents naturelles. Et les gens qui ont déjà perdu leurs dents de 6 ans, par exemple, par des caries, peuvent très bien à nouveau avoir une carie sur la dent transplantée. Il n'y a pas de caries sur les implants, bien sûr. Complications prothétiques, elles sont malheureusement fréquentes avec les implants, avec des dévissages de piliers, ça fait parfois très compliqué de récupérer ces situations, des éclats de céramique, alors qu'on ne se rencontre pas ça sur les dents naturelles. Les complications tardives, eh bien, celles qui sont fréquentes en tout cas, qu'est-ce que c'est pour les implants? Le docteur Campan en parlait tout à l'heure, il s'agit des périimplantites, c'est-à-dire inflammation autour avec cratérisation, perte d'os autour du collet de l'implant. Et la complication finale, c'est la perte de l'implant. Le transplant, on a vu tout à l'heure les résorptions radiculaires qui peuvent amener bien sûr également à la perte du transplant. Quelles sont les conséquences donc d'un échec tardif de l'une ou l'autre de ces techniques? Eh bien souvent, quand on a perdu un implant, on a perdu aussi l'os qui le maintenait en place, et on est dans une situation où on n'a peut-être plus d'os, peut-être qu'ils vont envisager une greffe osseuse, mais en fait, on est dans une situation qui est péjorative. Alors qu'en fait, quand on a perdu un transplant, en général, il y a eu un remplacement du volume de la dent réalisé par de l'os, et on est dans une situation qui est facilement gérable, notamment on peut très facilement mettre un implant à la suite du transplant perdu. Potentiel ostéogène, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la radio, il n'y a pas de potentiel ostéogène du tout avec l'implant, et il y en a ni avec le transplant. Et très curieux, le vécu du patient. Quand un patient a un implant, il le sait, il le connaît, d'abord parce qu'il l'a payé, et ensuite parce que chaque fois qu'on fait une radio de sa bouche, on le voit, ça le rappelle. Tandis que les patients qui ont eu un transplant, ils considèrent que c'est une partie de leur corps, et la plupart ont oublié ce qu'on leur a fait. Donc quand on essaye de faire des séries, de rappeler les patients plusieurs années après, ils ne savent même plus qu'ils ont eu une transplantation. Alors pour finir, je vais vous montrer un petit cas d'orthodontie, et non pas de carie. C'est un cas qui est relativement fréquent, avec une canine incluse, vous voyez, qu'on ne peut pas tracter. L'orthodontiste ne peut pas la tracter, elle est beaucoup trop loin. Donc cette dent est exposée dans la cavité buccale avec beaucoup de précautions pour éviter d'abîmer le transplant. La jeune fille était assez jeune, elle avait 13 ans. Et donc elle est mise en position, c'est celle qui est montée par la flèche, après avoir enlevé la canine lactéale, elle est mise en position de fonction. Et 18 ans plus tard, voilà le résultat qu'on a. L'environnement parodontal est tout à fait similaire à celui de l'autre dent.
Et je pense que tous les gens qui font des implants seront d'accord pour dire que la même chose, 18 ans après, c'est quasiment impossible d'avoir l'environnement parodontal là avec un implant. C'est pour ça que je pense, et je pense que je ne suis pas le seul, à professer le fait qu'il faut, quand on peut, commencer par faire un transplant si on en a l'occasion, plutôt que de mettre un implant. Ça me paraît beaucoup plus judicieux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je voudrais vraiment vous remercier parce que c'est important d'évoquer cette possibilité thérapeutique des transplantations dentaires. Je pense qu'on n'en parle pas assez et que c'est une solution thérapeutique sur laquelle on n'a pas forcément, je dirais, recours. Donc là, vous avez vraiment, à travers ces cas cliniques, éclairci le débat et je ne doute pas qu'il y ait quelques questions sur le sujet. Voilà. Qui a une question? Oui. Merci beaucoup. Docteur Le Floch, Paris. J'ai une question bizarre et une question moins bizarre. Alors, je commençais par la moins bizarre. Vous nous avez montré la vitalité pulpaire de l'autotransplant. Ma question anatomiste, c'est donc il y a une néovascularisation, il y a une nouvelle petite artériole, et est-ce qu'il y a une néo-innervation aussi? Est-ce qu'elle est sensible? Non. Alors la vitalité pulpaire, elle vient comment si je peux me permettre. Ah pardon, vous êtes là. Oui, on arrive à retrouver une sensibilisation parce que les nerfs à nouveau repoussent comme sur une cicatrisation ailleurs dans l'organisme. Le système nerveux arrive à retrouver des gaines et à les réhabiter. C'est pas toujours le cas. Hein. Oui. Alors, ma deuxième question, alors elle est vraiment bizarre, mais je travaille sur le Tagliacozzi et la greffe du nez, et dans un livre d'érudition anglais que je suis en train d'analyser, il parle, comme votre première gravure, de transplantation d'une dent prise chez un sujet sain et mise sur un autre sujet. Alors, à votre avis, est-ce que ça fonctionnait, ça? Ou bien c'est simplement légendaire? Alors, ça se faisait, mais est-ce que ça fonctionnait? Voilà, c'est ça ma question. Je peux difficilement vous répondre parce que moi, j'en ai jamais pratiqué, mais je connais des praticiens qui l'ont fait, en particulier au sein de la même famille. Ils soignaient le frère et la sœur, il fallait enlever les prémolaires au frère et la sœur l'imagénésie. Et donc, ça s'est fait. Je pense que ça marche dans une certaine mesure, mais c'est comme toutes les transplantations, c'est-à-dire que si les déterminants antigéniques sont suffisamment proches, on va pouvoir avoir, et puis il peut très bien y avoir des rejets, parce que les ligaments, c'est un tissu qui n'est pas amorphe, qui contient des cellules et des déterminants antigéniques de type DR et compagnie, et il peut y avoir des réponses immunes, comme quand on transplante, à plus forte raison, une dent d'un animal sur ça. Je crois qu'une des expériences parmi l'histoire des transplantations, c'était une dent qui avait été transplantée dans une crête de coq et qui a tenu pas mal de temps, et elle ne devait certainement pas appartenir à un coq. Oui, ça c'est connu, mais là je vous parle que des dents, donc c'est pas uniquement légendaire, c'était au 16e, 17e, 18e siècle. D'animal à l'homme, est-ce que vous pensez que ça pourrait fonctionner? Puisque finalement, il n'y a pas de néovascularisation ni de néo-innervation. On revient, oui, ça devient de plus en plus. Je ne sais pas vous répondre, mais comme ça a été envisagé par le docteur Gauthier, il y a des gens qui travaillent, et même c'est pas peut-être pour demain ou pour après-demain, à fabriquer des dents à partir des cellules souches de la personne. Donc là, on n'a plus besoin d'avoir recours à des modèles animaux ou humains. Et donc, ce sont les cellules de la personne qui sont utilisées pour construire les différents tissus de la dent, les organiser en une nouvelle dent, etc. Ça, je pense que c'est l'avenir. C'est vraiment... on est proche de ça. Mais pour l'animal, j'avoue que je ne sais pas vous répondre. Merci beaucoup, monsieur.
Eh bien, merci beaucoup de cette très belle présentation qui vient compléter avec un regard différent les interventions précédentes. Moi, ça me rassure, non pas pour moi, mais pour tous ceux à qui on met des implants de façon peut-être un peu rapide. Je voudrais vous remercier donc pour cette très belle séance, vous dire combien l'Académie de chirurgie a été honorée de vous recevoir et vous préciser que l'Académie de chirurgie est ouverte à des candidatures de personnalités du monde chirurgical, à la condition, premièrement, qu'ils aient publié, ce qui est votre cas, deuxièmement, qu'ils soient, conseillés par 2 parrains, troisièmement, qu'ils envoient par Internet une lettre de candidature, un CV et une photo. Vous serez les bienvenus, vous êtes tous des cadors dans votre discipline et vous nous avez beaucoup honorés. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier mes confrères pour la très haute tenue de cette présentation sur la chirurgie orale et vous remercier encore pour votre présence à tous, en présentiel ou en visio, pour la réalisation de cette séance de travail ou de cette séance commune. Merci à tous.